Salut, c'est Milo. Nouvelle vidéo aujourd'hui. J'ai plusieurs trucs à vous dire avant de commencer. J'ai écouté vos conseils. Je vais moins utiliser le personnage que vous voyez à l'écran actuellement. Après, c'est un peu l'identité de la chaîne, donc il sera forcément là à plusieurs moments dans les vidéos, mais de manière un peu moins fréquente. Je pense que je vais moins l'utiliser. Pour vous faire plaisir, du coup, je vais bien spammer les vidéos libres de droit pour illustrer tous mes propos. Bref, générique. Comme la dernière fois, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour trouver ce sujet de vidéo. J'ai cherché le sujet le plus chiant qui existe. Voilà, il n'y a pas d'autre explication. Je me suis dit, quel sujet on utilise tous pour combler les blancs d'une conversation? Et bien je me suis dit que j'allais parler de la météo. La météorologie, c'est une science qui a pour objet l'étude des phénomènes atmosphériques tels que les nuages, les précipitations ou le vent. Et c'est dans le but de comprendre comment ils se forment et évoluent. Comment est-ce que je peux rendre ce sujet intéressant? J'ai appris des choses de fou, vous allez le découvrir. Et j'ai découvert le phénomène météorologique le plus malicieux du monde. Mais je vous en parle en fin de vidéo, vous savez, il me faut du watch time. Comment on fait pour prédire la météo? Pour prévoir le temps qu'il fera demain, faut déjà connaître le temps qu'il fait aujourd'hui. 90% des données, elles viennent des satellites météorologiques, et les 10% restants, ils viennent des stations au sol, des avions, des navires et des bouées. Il y a environ 22 millions de données d'observation qui sont utilisées tous les jours par les modèles de prévision. Ça veut dire qu'il faut vraiment faire un tri entre les informations utiles et inutiles. Un modèle de prévision, il va découper l'atmosphère en une grille 3D et il va simuler son évolution en utilisant des lois physiques comme la mécanique des fluides et la turbulence par exemple. Chaque boîte de la grille, elle contient des valeurs de pression, de vent, de température et d'autres données. Les modèles, ils vont faire des milliards de calculs tous les jours et tous ces calculs, ils sont faits grâce à deux supercalculateurs, c'est comme ça qu'on appelle ces grosses machines que vous voyez à l'écran. Les prévisionnistes, ils analysent ensuite les résultats et ils vont créer des prévisions concrètes comme des cartes ou encore des bulletins. Mais en fait, à quel point les prévisions elles sont fiables? La vérification des prévisions montre que la prévision du type de temps qu'il fera à 24 heures d'échéance sur la France, elle est juste dans 90% des cas. Et pour la prévision de la température, on a généralement une précision moyenne de l'ordre de 1 à 1,25 degrés. Les animaux et les plantes, ils sont ultra sensibles au milieu ambiant. Ils s'adaptent naturellement aux variations de température ou d'humidité. Les animaux, ils ressentent les événements météorologiques extrêmes. Par exemple, les ouragans, ça provoque une baisse de la pression de l'air et de l'eau, et de nombreux animaux, ils peuvent ressentir ces changements très rapidement. Si vous avez un chien, vous avez peut-être remarqué qu'il aboyait ou se cachait avant une tempête. Les chiens, ils sentent le changement de pression atmosphérique. Ça les fait donc aboyer, ronronner ou se cacher pour tenter de trouver un abri. Les insectes, c'est les premiers à sentir le vent tourner. Les humides ambiants, ils pèsent sur leurs ailes et ils ont pour réflexe de voler plus bas. Moi, j'aimerais qu'on se concentre sur un insecte en particulier, le grillon. La relation entre le son du grillon et la température, c'est l'exemple le plus étonnant de la façon dont le règne animal est en harmonie avec les changements environnementaux. Il y a une loi qui explique la relation entre le son du grillon et la température. Elle s'appelle la loi d'Olbert. Cette loi d'Olbert, elle met en avant une équation qui montre la relation entre le changement de température et le nombre de fois où l'insecte émet un son. La relation entre la température et le son, elle est causée par une augmentation du métabolisme du grillon à sang froid, qui se produit lorsque la température augmente. Le métabolisme plus élevé, il va fournir plus d'énergie, donc il va y avoir plus de son. On peut utiliser la loi d'Olbert pour calculer la température de l'air. On va calculer le nombre de cris du grillon en 15 secondes et on y ajoute 37. Le total, ce sera approximativement égal à la température actuelle en degrés Fahrenheit. Celui-là, c'est un des plus surprenants. Les requins. Il y a des chercheurs qui ont observé un changement de comportement chez un groupe de requins en suivant les mouvements des animaux lors d'événements météorologiques extrêmes, comme ce qui s'est passé lors de la tempête tropicale Gabrielle qui s'est produite en 2007. Avec le changement de pression hydrostatique de l'eau, de nombreux requins ont commencé à nager dans des eaux plus profondes pour se protéger de la tempête. Les végétaux, ils émettent également des signaux annonciateurs de changements climatiques. T'as juste à observer une forêt ou ton jardin, et tu t'aperçois de petits détails qui vont juste parler d'eux-mêmes. Un exemple, les pommes de pin et les fleurs, ils ont tendance à se refermer quand il y a le taux d'humidité dans l'air qui augmente, et que la pluie n'est pas loin. Quand on vous parle de Farfadet, cette musique, elle doit automatiquement vous venir en tête. Vous devez imaginer un petit nain rempli de malice en train de danser, vous devez imaginer un petit lutin grognon, vous pensez à de l'espièglerie, vous pensez à... bref. Désolé de vous décevoir, mais on va pas parler de ce type de Farfadet aujourd'hui. Le Farfadet, également dénommé sylphe rouge, c'est un phénomène lumineux transitoire. Un phénomène lumineux transitoire, ça regroupe différents types de phénomènes lumineux visibles en haute atmosphère et qui accompagnent les orages. Les Farfadets, ils apparaissent par groupe de 2 ou 3 lors d'éclairs puissants. Leur faible durée, c'est environ quelques millisecondes à quelques centaines de millisecondes, et leur altitude les rendent difficiles à observer depuis le sol. Ils ont été photographiés pour la première fois au sol en 1994. En vrai, c'est un phénomène qui est décrit depuis plus d'un siècle. Un Farfadet, c'est une forme de méduse,
et ça a une taille de 1 à 50 km de large. Bon, là, accrochez-vous, tous ceux qui n'ont pas fait de physique, débranchez votre cerveau. Je vais expliquer comment se forment les farfadets, c'est un peu compliqué. Ces lueurs, elles sont provoquées par des perturbations dites ionisantes. Une perturbation ionisante, c'est quand de l'énergie est suffisamment forte pour arracher des électrons des atomes ou des molécules, et ça crée donc des ions. L'atmosphère va donc réagir comme un tube fluorescent, ce qui va expliquer cette luminescence. La couleur, elle peut varier d'un rouge orangé au sommet à un bleu verdâtre vers la base. Cette couleur, elle vient du diazote N2 de l'air, qui émet des rayons lumineux de longueur d'onde différents suivant la pression, et ça va diminuer avec l'altitude. Bon, ok, là ça devient vraiment chaud. La seconde théorie, ce serait que les faisceaux d'électrons ascendants, ils interagissent avec les molécules de l'air, et ils produisent des rayonnements X et gamma secondaires et ionisent la partie supérieure de la ionosphère. Bon, vous inquiétez pas, même moi j'ai rien compris. Mais alors, pourquoi on appelle ça des farfadets? Ils ont été baptisés par des chercheurs de l'université d'Alaska, et leur nom il fait référence à Ariel, un farfadet, en gros c'est un esprit de l'air, et ça provient de l'œuvre La Tempête de Shakespeare. Actuellement on en a observé des dizaines de milliers, dont un récemment à Nice. Bon, je sais que j'en ai perdu un paquet avec mon explication des farfadets, j'espère tout de même que la vidéo vous a plu et qu'elle était intéressante, mais pas trop non plus. Comme toujours, n'hésitez pas à me donner votre avis ou partager des infos en commentaire. Je vous embrasse, à plus, c'était Milo.